On se retrouve pour un tout nouveau numéro sur Télénews RDC, chaîne La Liberté. Je suis Patrick Lokala. Derrière la machine, les caméras, il y a le maestro Derrick Loukeba qui est avec nous. Nous avons un menu très riche aujourd'hui, mais avec un invité aussi spécial parce que ça fait un moment qui n'était pas au pays et puis un moment qui n'est plus intervenu sur Télénews RDC depuis le dernier changement, l'évolution de notre chaîne en ligne. Il sera avec nous, c'est avec lui que nous allons maltraiter l'actu en République démocratique du Congo. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter le menu de cette émission. L'actualité reste dominée par les dépôts des candidatures au poste du bureau définitif du Sénat. La Chambre basse du Parlement connaîtra ce nouveau dirigeant, je crois, le vendredi 9 août 2024. Où nous allons tous assister à l'élection et à l'installation de nouveaux membres de cette Chambre haute du Parlement. Quelques noms ou quelques personnalités ont franchi le mur du palais du peuple pour exprimer leurs ambitions en déposant les dossiers de candidature à tout le poste. Mais il y a de noms qui ont retenu notre attention. Il y a par exemple le nom de Samalou Konde Kenge Jean-Michel qui a déposé son dossier de candidature au niveau du poste du président de la Chambre haute du Parlement. Il y a Jonas Mukamba, Kadiata Nzemba, voilà les noms, qui a aussi déposé son dossier au niveau de la présidence du Sénat. Il y a un autre nom, et puis tard ou tôt le matin, autour de 3 heures, l'UDPS et Mosaïque ont trouvé leurs candidats à la présidence du Sénat. Il s'agit d'Idrissa Mangala, l'ancien gouverneur du Maniema. On aura le temps d'y revenir sur le parcours de cet homme et ses chances de l'emporter face à un Samalou Kone qui revendique être le détenteur d'une promesse du chef de l'État, mais aussi derrière lui, une grosse machine de personnalités influentes, mais aussi ayant le moyen conséquent pour le faire élire. Parce que nous savons tous que c'est une élection qui exige beaucoup de moyens. Je ne vais pas dire une élection à corruption, mais on sait tous comment ça se passe. Et donc la bataille se jouerait entre ces deux personnalités. D'un côté, UDPS Mosaïque, plus Tilou Kwebo, et de l'autre côté, Samalou Konde et consorts. Voilà. On aura l'occasion d'aller un tout petit peu à l'Est, mais pas vraiment à l'Est, mais pour interroger les tenants du pouvoir sur les approches. Hier ou aujourd'hui, vous avez suivi avant cette émission, Pati Katanga qui est revenu sur les défaillances du pouvoir en place, les approches diplomatiques qui ont échoué, l'approche militaire qui n'a pas encore réussi à mettre l'ennemi dehors. Qu'en pense le pouvoir en place à travers ceux qui portent leur voix? L'un d'entre eux est avec nous sur ce plateau et il aura l'occasion de vous éclairer sur cette question par rapport à cette guerre qui n'a fait que trop durer. Aujourd'hui, quelques localités ou quelques parties de notre territoire sont occupées il y a de cela presque 2 ans. Où va le Congo? Comment va le chef de l'État? Voilà. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est officiel que le chef de l'État est en Belgique pour un suivi médical de routine, disait la communication de la présidence. Et donc, à partir du moment où la présidence s'est exprimée sur la question, nous aussi, nous pouvons y revenir et demander l'évolution de la santé du président de la République, le représentant, le premier citoyen d'entre nous. S'il est malade ou s'il est suivi par des médecins, nous sommes obligés d'en parler et de connaître l'évolution et lui souhaiter prompt rétablissement. Voilà, l'invité de Patrick, c'est Manix Iyenda. Manix Iyenda. J'ai oublié les noms. Bonjour mon frère. Bonjour. Les postes, non, je l'ai oublié. Iyenda Bofaya. Ah, Manix Iyenda Bofaya. Ouais. Très bien. Comment allez-vous? Ouais, ça va, je me porte très bien, grâce à Dieu. Ah oui, toujours élégant, hein? Belle veste et belle cravate. Merci, et
Je réitère le compliment pour vous aussi. Vous êtes très bien habillés, comme d'habitude. Voilà. Comment va la famille? Super bien. La famille se porte bien, par la grâce de Dieu. Père d'une fille, hein, Père d'une fille et d'un garçon. et d'un garçon. Ah, ok, vous avez de la chance. Moi, j'ai un collège, hein, je n'ai que des garçons. Je demande à Dieu de me donner une fille qui portera le nom de ma mère. Voilà. Manix Yenda, père de famille, père de deux enfants, une fille qui est l'aînée de la famille et un garçon qui est encore en train de grandir. Manix Yenda, vous étiez en Europe. Ouais. Vous étiez en Europe, c'est la première fois. Je vous ai vu circuler sur Paris, Bruxelles, Madrid, beaucoup de villes. Mais vous avez décidé de rentrer. Avant de vous demander pourquoi vous êtes rentré, Manix Yenda, j'aimerais d'abord avoir vos impressions sur ce premier voyage. Est-ce qu'il est ressemblable à celui de Kukumbo, l'étudiant noir, à Paris? Bon, je ne sais pas dire plus, mais sinon, mon voyage a été très bien précisé. Ça a été un périple culturel et en même temps avec quelques volets politiques parce que le périple m'a permis d'avoir un certain nombre d'échanges avec les Congolais vivant à l'étranger, les Congolais de la diaspora. Et nous avions réalisé beaucoup de temps d'échanges sur les différentes questions de la vie nationale, notamment dans le secteur du transport, dans le secteur de finances, dans le secteur de fiscalité par exemple, parce que j'ai même échangé avec un expert congolais sur la question de politique publique des fiscalités. Ça a été un périple, un voyage d'expérience, de partage, mais aussi de transfert d'intelligence, parce qu'il y a de Congolais qui sont prêts à pouvoir transférer leurs intelligences, leurs expériences vers le Congo qui est notre chère patrie. Et donc ça a été vraiment un voyage très intéressant et ça m'a permis de voir une autre dimension de la gestion de la chose publique de l'État. Ça m'a permis de regarder les niveaux de la volonté politique des acteurs politiques congolais. Ça m'a permis de réaliser le grand décalage qu'il y a entre certains pays de l'Europe avec notre pays, la République démocratique du Congo, en termes de développement, en termes des infrastructures. Et donc, ça m'a permis d'avoir une autre dimension d'engagement, d'abnégation, du courage et surtout du sacrifice suprême en ce qui concerne mon implication en tant qu'acteur politique pour la cause nationale. Êtes-vous déçu de voir que notre pays est dans cet état et un pays plus riche que la France, plus riche que la Belgique, mais lorsque vous regardez les niveaux de la vie sociale ou du progrès, parce qu'on ne peut pas parler du développement, du progrès de la société dans tous ces secteurs, est-ce que vous étiez déçu de voir que le Congo, qui est plus riche que ces deux pays précités, est encore vraiment en train de se battre pour se tenir debout? Sincèrement, j'ai été l'homme le plus malheureux. J'ai été très touché, très déçu du moment où j'avais mis mes pieds sur les territoires français. Une fois arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai vu les niveaux de l'organisation. Déjà à l'arrivée, hein? Déjà à l'arrivée, ouais. Les niveaux de l'organisation de cet aéroport, je me dis, mais bon, il y a des pays très organisés, il y a des pays que nous pouvons prendre comme modèle afin de répercuter effectivement leur manière de faire dans le contexte congolais. Et il y a bien de cas, notamment même dans le secteur de transport, le secteur de finance, le secteur même de politique monétaire. Il y a bien de choses qui peuvent nous interpeller en tant qu'acteurs politiques parce que nous avons l'obligation de refaire. Mais seulement, j'ai peut-être un mot à dire aux acteurs politiques congolais, plus précisément aux gestionnaires de la chose publique de l'État. Si nous, en tant qu'acteurs politiques, nous n'avons pas de vision, si nous n'avons pas de paradigme clair de gestion de la chose publique de l'État, nous pouvons copier, nous pouvons prendre ce qui est fait à l'extérieur. Lorsque nous étions à l'école, on nous a toujours dit la chose la plus facile et simple à faire lorsqu'on n'est pas intelligent, c'est de tricher sur la feuille du voisin. Et aujourd'hui, même pour copier ce qui se passe en France, en Belgique, ça devient difficile pour le dirigeant congolais. Pourtant,
C'est des gens qui ont vécu en Europe pendant des années et des années. C'est des gens qui fréquentent l'Europe de manière permanente. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à répercuter ces modèles de gouvernance et de leadership éclairés dans le contexte de gestion de la République démocratique du Congo? Je les invite à un degré de responsabilité politique sacrée. Je vous tiens au mot. Pourquoi? Je vous retourne la même question. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que vous êtes de l'Union sacrée. Je ne vous ai pas présenté comme tel. Mais il faut le rappeler que Manix Iyenda est de l'Union sacrée. Un communicateur convaincu, intelligent et pratiquant. Je voudrais mettre un accent de précision par rapport à mon statut que vous avez présenté. Vous êtes de l'Union sacrée? Non, moi je ne suis pas de l'Union sacrée de la nation. Je suis plutôt adhérent à la vision du président. Vous accompagnez la vision du président? Justement, du moment où le président nous a conviés lorsque il avait même élaboré cette vision de l'Union sacrée de la nation, qui était d'abord une idée. Et nous avons adhéré à cette idée, à cette vision qui régorgeait les 3 grandes valeurs de base. L'union, qui veut dire valeur de l'unité, de convivialité, de fraternité et de solidarité nationale. Sacré, il s'agit de la sacralité du peuple congolais comme souverain primaire, la sacralité de la loi fondamentale, la constitution de notre pays et de surcroît, la sacralité du président de la République prêtant serment devant Dieu et devant la nation. Et enfin, on parle de la nation. Et l'élément de base d'une nation, c'est le vouloir vivre collectif. Très bien. Et union sacrée comme idée, j'avais adhéré. Mais union sacrée comme regroupement, une famille politique ayant un statut, ayant une charte, Manix Iyenda n'a jamais signé. Très bien, merci pour cette mise au point. Merci pour cette mise au point. Mais alors, la question n'a pas n'a pas été rejetée, Manix Iyenda. Je vous retourne la même question. J'ai aimé cette réflexion et la question elle est fondamentale. Pourquoi nos dirigeants n'arrivent pas à répercuter le modèle du développement ou du progrès, je préfère le mot progrès, des sociétés occidentales au Congo? Et pourtant, beaucoup d'entre eux ont vécu en Europe, ont passé beaucoup de temps en Europe, notamment le président de la République, que vous soutenez d'ailleurs. Il a passé beaucoup de temps en Europe. Il se réclame de la diaspora. Il dit même que la Belgique est comme sa seconde patrie. Vous l'accompagnez. Vous regrettez sur mon plateau de voir que les dirigeants, vous ne l'avez pas cité nommément, mais vous regrettez le fait que les dirigeants ne répercutent pas le progrès social, économique et dans tous les secteurs de l'Europe au Congo. Et pourtant, Félix a été là-bas, le président de la République, et c'est lui qui gère. Est-ce que vous êtes déçu de voir que, après votre passage en Europe, de retour au pays, vous êtes déçu de voir que le président Tshisekedi n'a pas encore, je suis clair, répercuté le progrès vécu en Europe, le progrès social, du développement économique, politique vécu en Europe, il n'a pas encore réussi à les répercuter ici. Est-ce que vous êtes déçu? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Je voudrais étendre ma réflexion dans ma manière de répondre à votre question. Lorsqu'on parle du président de la République, il faut établir un degré de responsabilité. Dans un contexte de gestion, tel est le cas pour le contexte congolais, en réalité, le président de la République n'a que le pouvoir d'impulsion, le pouvoir d'orientation. Déjà que nous sommes une république avec un système de gestion, je dirais, bicéphaliste. L'exécutif est bicéphale. Hein? Il y a le président de la République qui ne gère pas au quotidien, mais qui donne le Conseil des ministres, les impulsions et les orientations. Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement qui exécute, sous sa vision, au quotidien, sous sa vision, tout le secteur de la vie nationale, sous la vision du président. Exactement, très bien. Mais lorsqu'on est président de la République, je vous ai dit, il faut déposer une vision sur ceux qui doivent exécuter cette vision. Lorsqu'on est président de la République, il faut faire preuve d'une certaine volonté politique et avoir la capacité de suivi pour que ceux qui exécutent à bon escient. Et aujourd'hui, tout porte à croire que le président de la République exprime la volonté politique manifeste. Tout porte à croire que le président de la République manifeste
le désir de voir un Congo renouvelé, un Congo changé. Souvenez-vous, même lors de la campagne électorale, le président nous a présenté ses credos politiques en termes de tridimensionnalité des valeurs, parce qu'il a parlé de la crédibilité du Congo, il a parlé de la renaissance du Congo et il a parlé du développement. C'est cela la vision qui doit être exécutée par les ministres du gouvernement, par le Premier ministre en tant qu'exécutant de la République. Lorsque le président Tshisekedi a pris le pouvoir, il a pratiquement exprimé le réflexe du président Mobutu de faire avec le Congolais d'ici, tout en prenant aussi une part des acteurs politiques venant de la frange de l'opposition politique, parce qu'il y a eu pas mal des acteurs du Front commun pour le Congo qui ont conjugué en termes de gouvernance commune avec le président Tshisekedi. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a même un opposant qui a été nommé comme ministre de la Justice. C'est parce que le président Tshisekedi voudrait asseoir dans sa manière de gérer le pays la plus grande valeur, la valeur de l'unité et de convivialité nationale. Mais le président de la République a aussi fait appel à l'expertise extérieure. Souvenez-vous, à l'époque, Mobutu a fait venir beaucoup de Congolais qui étaient en Europe comme des étudiants après avoir obtenu leur diplôme. Beaucoup sont revenus pour travailler, par exemple, dans l'armée, dans la justice, dans la magistrature, mais aussi dans le gouvernement. Les cas du professeur Mpongo Bokako Baoutolinga, le cas de gens comme le professeur Vundao Etepemako, le professeur Bibombe, il y en avait tant d'autres qui étaient venus au pays pour servir la nation. Mais la grande différence par rapport à la diaspora d'aujourd'hui, la diaspora d'hier était une diaspora de qualité, était une diaspora porteuse d'une expertise de gestion, parce que ces gens-là qui vivaient en Europe comprenaient ce que c'est l'État. C'est-à-dire, du point de vue de choix, il a opéré de la même manière que le président Mobutu, mais seulement la plus grande difficulté du président Tshisekedi, il a porté un choix sur une diaspora non qualifiée. Une diaspora qui a finalement déçu le président de la République en venant au pays. Voilà pourquoi, vous regarderez avec beaucoup d'attention, le président de la République a orienté à nouveau sa politique de nomination, cette fois-ci, vers les femmes et la jeunesse. On va aller vers les nominations, Manix Yenda, mais on reste sur la question. Globalement, êtes-vous satisfait de comment un membre de la diaspora, placé à la tête du pays, accompagné d'autres membres de la diaspora, gère le pays, lorsque vous savez quand même, vous avez quitté Kinshasa où nous n'avons pas une société de transport stable, je parle des Transco. D'ailleurs, quand vous étiez à Paris, il y a eu beaucoup de grèves, beaucoup de sit-in au niveau des Transco. On a une société d'aviation qui peine à se tenir debout. On n'a pas d'infrastructure routière de qualité. On n'a pas une économie stable. Et puis, on a une justice qui vacille, qui n'existe pas, qui est malade, d'après le chef. Globalement, lorsque vous observez, vous faites une analyse comparée entre les deux sociétés, globalement, vous vous dites que vous êtes non seulement... Est-ce que vous êtes satisfait de la gestion de la diaspora, plus particulièrement de celui qui est à la tête du pays, comme l'un des membres de la diaspora, qui aurait dû en principe reproduire les modèles? Tout à l'heure, vous revenez sur le casting, mais alors, à ce moment-là, le casting, c'est lui qui le fait. S'il ne le fait pas bien, ce n'est pas de la faute de ceux qui sont choisis, mais de celui qui choisit, qui n'a pas peut-être la maîtrise de certains critères de choix avant de désigner les animateurs venus de la diaspora. Non, mais en gros, je ne sais pas dire que je suis satisfait de la gestion de la diaspora congolaise qui a pris le bâton de commandement pour gérer aux côtés du président Tshisekedi. Y compris lui-même, hein? Mais parce que les résultats sont là. Est-ce que nous pouvons dire qu'après une gestion de 5 ans, que nous avons de résultats positifs, par exemple dans le domaine de transport? Je dis non. Est-ce que nous pouvons dire, après que cette diaspora ait été confiée par le président de la République, nous pouvons dire que le secteur du social a été réajusté? Je dis non. Le secteur de la santé, pareil. La justice, nous l'avons qualifié de malade.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons dire que cette diaspora n'a pas aidé le président de la République à accompagner sa vision pour l'intérêt majeur du peuple congolais. Et c'est ce qui est décevant. Et aujourd'hui, je crois... Lui n'a pas de responsabilité dans tout ça. Non, mais le président est toujours responsable, au premier degré d'ailleurs. C'est lui qui sera rédévable. C'est lui qui doit rendre le compte au peuple congolais. C'est lui qui a été élu au suffrage universel direct. Et le président est bien conscient des erreurs du passé. Et voilà pourquoi il veut tracer une nouvelle trajectoire pour une destinée meilleure de Congolais, tout en évitant les erreurs du passé. Et cette diaspora constitue effectivement l'une des erreurs que nous devons éviter, surtout pour ce second mandat, qui est un mandat crucial et qui va déterminer l'avenir politique de l'UDPS comme formation politique dans laquelle appartient le président de la République, mais aussi pour l'image même du nom Tshisekedi. Voilà pourquoi tous ceux qui accompagnent le président de la République ont les devoirs d'accompagner le président tout en ayant d'abord à la base l'amour de la patrie, servir le Congo au-delà de tout, travailler pour le compte du peuple. Encore que lorsque le président Tshisekedi avait pris le pouvoir, le peuple l'avait rappelé. Tshisekedi Kobo Sanate, Papa Lobaka, le peuple d'abord, tel est la source de motivation du président Tshisekedi qui n'est consacré que pour servir le peuple. Très bien. Alors, Manik Siyenda, on va pas faire focus sur le président de la République. Il a sa responsabilité. Il est toujours responsable au premier degré. Là, c'est d'accord. Alors, on va revenir sur une autre analyse, Manik Siyenda. C'est vrai que vous observiez la politique française, belge, allemande et anglaise de loin, mais là, vous avez quand même été pendant plusieurs jours en Europe et vous avez quand même vu comment une société normale fonctionne. Et là, je vous pose la question, bon, qu'est-ce qui nous différencie avec, excusez-moi les termes, l'homme blanc? Ça peut paraître péjoratif pour nous les Noirs, ou avec l'Occident, entre l'élite occidentale et la masse populaire, et la masse populaire congolaise et l'élite congolaise. Quels sont les points de différence qui fait que chez eux, ils sont souciés de travailler pour transformer la société, alors que chez nous, bien que nous avons des élites, des intellectuels, mais on a comme l'impression que toute une élite a été formatée dans le sens de travailler pour les intérêts personnels. La différence se situe à quel niveau? Nous sommes tous humains, mais vous comme observateur, la différence peut se situer à quel niveau? D'abord, lorsqu'il faudrait parler en termes de différence, il faudrait dégager ce que moi j'appelle les inversions de valeurs. En Europe, l'homme est placé au centre de la préoccupation nationale. Au Congo, c'est l'acteur politique qui prime au détriment du peuple. En Europe, on développe de plus en plus cette valeur de base qu'on appelle la démocratie. Malheureusement, au Congo, la démocratie se métamorphose à la particratie. La concentration de pouvoir, la personnification de pouvoir, l'usurpation totale du pouvoir au bénéfice des partis politiques. Jusqu'au point que même pour être nommé recteur de l'université, il faut être membre d'un parti politique. J'ai été très touché de voir un directeur général d'une entreprise qui se bombe la poitrine pour avoir battu campagne pour le compte du président de la République, directeur d'une entreprise. Vous êtes gêné, bien que... Mais bien sûr que oui. Bien que fervent soutien du président. Mais parce que le service public et les entreprises publiques ont une vocation administrative et non politique. Encore un autre élément de différence. En Europe, on tient plus compte de la compétence et de la loyauté professionnelle. Pourtant, chez nous, au Congo, on tient compte de la loyauté à un individu tout en mettant de côté la compétence. Donc, la loyauté l'emporte sur la compétence. La loyauté pour l'individu
emporte sur la compétence. C'est ce qui crée une certaine grippe dans le fonctionnement de l'appareil de l'État. Il y a lieu d'être compétent et il y a lieu d'être loyal vis-à-vis de principes directeurs de la République. C'est ça ce que j'appelle la loyauté professionnelle. Et non la loyauté à un individu. Parce qu'il y a des principes, il y a des règles de société qui existent et des règles que nous devons scrupuleusement respecter. La différence entre l'Europe et le Congo, l'Afrique en général, c'est le manque effectivement d'abnégation, d'engagement, manque de volonté politique dans l'action des animateurs de la société. Mon frère, j'étais dans ce pays. J'ai vu comment fonctionnent les systèmes de transport français. Ah, c'est par minute. Avec des annonces fermes. D'abord, en parlant des minutes, la notion du temps. Tout est réglementé sur base de cette valeur de la gestion du temps, le respect de l'heure. Vous êtes chez vous à la maison, vous commandez un taxi. À la minute, le taxi arrive. Et dès lors que vous embarquez dans le taxi, vous avez le minutage de votre parcours. C'est-à-dire, je sais que dans 15 minutes, j'arrive à ma destination et c'est comme ça que ça se fait. Et c'est tous les jours. Et lorsque vous vous pointez dans un arrêt, vous regardez le timing du bus. C'est-à-dire, il y a un bus, par exemple, le bus 25 arrivera dans 2 minutes. Après 2 minutes, il y aura par exemple le bus 18 qui arrivera dans 18 minutes ou dans 20 minutes. Tout est réglé sur base de temps. Et si vous arrivez par exemple au niveau des arrêts, tout comme des gares, c'est ça le premier constat que j'avais réalisé une fois arrivé en France. J'ai vu des gens courir, des papas, des mamans, des enfants, en train de courir. J'avais des difficultés, je ne courais pas. Non mais justement, j'étais sur le point de rater de temps en temps. Mais effectivement, les gens courent parce qu'ils veulent arriver au travail à temps, arriver à l'université à temps. Et c'est cela la plus grande valeur que j'ai trouvée. La notion du temps. La notion du temps et le respect de l'heure. Mais allez regarder dans le Gard, encore qu'une gare, j'ai bien dit une gare à Paris, vaut 10 000 fois l'aéroport international d'Ndjili. 10 000 fois 10 000 fois l'aéroport international d'Ndjili. Pas quand même. Non mais je vous dis des choses que j'ai vues là-bas. Une gare. Vous regardez les niveaux de l'infrastructure, vous regardez les niveaux de l'organisation, vous regardez les niveaux de trafic humain qui se fait au travers le train, les TGV, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'une ville comme Paris mobilise des milliards et des millions de dollars le jour juste pour ces secteurs du transport. Parce qu'il y a de trains, il y a de bus dans tout le quartier. Chez nous au Congo, c'est un manque à gagner. Il y a de trams et il y a de TGV. Et puis de deux, la France est reliée par les provinces aux moyens de route. Je me suis toujours dit une chose. Est-ce qu'on ne peut pas être élu président de la République et avoir un mandat et focaliser les actions durant votre mandat sur les infrastructures sur les secteurs clés du développement socio-économique? Par exemple, relier la République par des routes interprovinciales. C'est cela un facteur du développement. Ça permettra un très bon trafic, une mobilité des personnes quittant d'une province vers une autre, mais aussi ça va créer une forte transaction commerciale en termes des échanges de services et de biens. Parce qu'un citoyen qui vit en Mbandaka peut quitter Mbandaka le matin par la voie routière, aller à Goma, vendre ses poissons, et c'est lui de Goma quitte Goma le matin pour arriver à Mbandaka le soir, vendre ses pommes de terre. C'est cela le développement. Ça crée même une sorte d'interdépendance entre le peuple et ça renforce notre solidarité nationale. Comment on peut être solidaire alors que nous sommes de peuples qui ne se fréquentent pas? Nous sommes déconnectés totalement. Nous sommes de peuples qui n'interchangent pas nos cultures. La population de l'Équateur ne parle pas avec la population de l'Est.
La population de l'Est ne parle pas avec la population du Congo central. Ils ne se fréquentent pas, ils ne se connaissent pas. Comment est-ce qu'ils vont renforcer leur solidarité, unité et fraternité nationale du moment où le route qui devrait créer et renforcer cette interdépendance entre le peuple n'existe pas? Regardez les systèmes financiers français. Ah, là, vous venez sur les finances, là, c'est ça, mais écoutez, là, ça devient, ça sera compliqué. Ce que j'ai vu là-bas, c'est incroyable, mon frère. De plus en plus, les monnaies en espèces sont moins fréquentes que les monnaies électroniques. Toutes les opérations bancaires, je veux dire toutes les opérations monétaires, sont à 99% réalisées par les cartes. Les achats, les retraits de frais bancaires, même l'achat de tickets de transport, même l'achat de tickets de transport, même l'accès au bus, au train, au métro, au TGV, tout se fait par les cartes biométriques. Il n'y a pas de liquidité qui circule. Mais justement, la masse monétaire physique est rare. Ils ont utilisé cette politique circuit bancaire est maîtrisé pour réduire effectivement le taux de la corruption, le taux de la fraude. Plus on utilise les cartes électroniques, les monnaies électroniques, plus il y a réduction de taux de corruption qui passe très généralement entre les individus par les échanges de billets, des billets en espèces. Et ça, c'est quelque chose que nous devons copier. J'ai vu en France des espaces exclusivement dédiés à l'agriculture. Lorsque vous sillonnez la France, vous verrez des espaces agricoles pratiquement partout. Et la France considère l'agriculteur au premier degré. Et la politique agricole en France est liée à la politique financière. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui accordent des crédits aux agriculteurs qui font l'agriculture. Et les agriculteurs ont la capacité d'acheter des tracteurs pour accroître leur production agricole locale. Et ça permettra effectivement à l'État de faire ce qu'on appelle la chaîne de consommation. De la récolte. Et augmenter le PIB parce que la production interne. Baisser même le prix de produits agricoles dans le marché commercial. Parce que la production elle est locale, elle est nationale. Effectivement. Lorsqu'on produit localement, il se peut que le prix se rabatte. Voilà. C'est normal. Mais parce qu'en économie, il y a le principe de proportionnalité entre le besoin exprimé et la capacité de produire. Du moment où nous avons 100 millions de Congolais, la plus grande question que nous devons savoir, c'est de savoir est-ce que nous sommes à même de nourrir 100 millions de Congolais? C'est cela la question. D'abord, on ne connaît pas le nombre de Congolais. Ça, c'était déjà un débat. Alors, Manik Siyenda, c'est vraiment difficile de revenir sur tous les secteurs de la vie dans les sociétés avancées en termes de progrès comme la société française, la société belge et tant d'autres. Alors, on revient chez nous au pays, mais vous n'étiez pas tenté de rester, hein? Non, pas du tout. Pourquoi? Je suis Congolais. Là-bas, c'est bien, non? Non. Non. Pourquoi vous n'êtes pas resté? Non, mais parce que notre hymne national nous a recommandé de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Je suis un bâtisseur. Je dois rentrer au pays. C'est parce que vous avez des enfants ici? Non, pas du tout. Ce n'est même pas vous avez laissé madame? Non. Je ne peux pas rester en Europe aussi longtemps que j'ai ma patrie qui existe et qui a besoin de mon engagement, de mon expertise, de mon intelligence pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Je ne peux pas rester en Europe. Personne ne vous a demandé aussi de rester. La nationalité. La famille ne vous a pas demandé de rester. Non, pas du tout. Ma femme connaît le degré de mon engagement dans l'arène politique de mon pays. Très bien. Alors, on va revenir au pays, Manik Siyenda. Mais déjà, Manik Siyenda, vous avez vu la situation là-bas. Est-ce que vous avez connu quand même un peu de délestage? Un jour, l'eau ne coule pas au robinet, tout ça. Non. Il faut que les gens attendent ça pour qu'on ne pense pas que ce que nous avions rapporté était faux. Est-ce qu'il y a eu quand même des coupures? Non, pas du tout. C'est impossible. Impossible. Non, mais c'est impossible. C'est inimaginable. Et de l'eau. Qu'il y ait coupure d'électricité dans un pays comme la France. Pareil pour l'eau.
En parlant de l'eau, je voudrais évoquer un exemple, parce que j'étais en plein été, et 3 jours avant de rentrer, nous avions connu des journées de canicule incroyables. Il y avait une forte chaleur. Et tout le temps, dans le bus, dans les arrêts des bus, dans le métro, dans le centre commercial, on rappelait à tout le monde qu'il fait chaud, qu'il faut alors boire beaucoup d'eau. Et dans certaines gares, les municipalités françaises ont disponibilisé les bouteilles d'eau gratuites pour permettre aux passants de boire. Voilà combien les services de l'État considèrent l'homme au centre de la préoccupation nationale. C'est incroyable. Très bien. C'est incroyable. Donc, il n'y a eu jamais coupure d'eau, il n'y a eu jamais coupure d'électricité. Une fois au pays, chez vous à la maison. Non, mais depuis que vous êtes là, ça fait déjà combien de coupures? Non, mais le même jour, quand j'étais rentré, j'ai vu qu'il n'y avait pas du courant, il n'y avait pas d'électricité. Et ça m'avait encore beaucoup choqué. Et ça m'a permis encore de réaliser les plus grands décalages qu'il y a. Très bien. On dit ces choses non pas pour vanter ces pays. Non, non, c'est pour interpeller. C'est la vue d'ailleurs. Un degré de responsabilité. Le président Tshisekedi a déclaré lors de son discours d'investiture que nous allons éviter les erreurs du passé, nous allons repartir sur de nouvelles bases. Un gouvernement de la République a été mis en place. Il y a une Assemblée nationale déjà opérationnelle, le Sénat le sera ce vendredi. Manik Seyenda, parlant de la moralité, parlons de la moralité des acteurs politiques pendant que vous étiez à Paris. Beaucoup de débats au pays, notamment sur les finances, avant que l'on ne parte sur d'autres sujets. N'avez-vous pas l'impression que nous sommes répartis sur des mêmes bases? Plusieurs cas de détournement, notamment, on ne va pas revenir sur l'affaire Forage, mais il y a eu une forte polémique entre l'inspection générale des finances, dirigée par Gilles Alingué-Tenkei, et la Cour de compte. La Cour de compte qui aurait dû, en principe, mener des enquêtes sur les dossiers Forage, mais non. La Cour de compte a invité Gilles Alingué, qui ne s'est pas toujours présenté, et ça faisait une grande polémique, une grande actualité au pays. Et c'est là, avec beaucoup de déceptions au niveau de l'opinion publique. Vous savez, mon frère Patrick Lokala, ça fait très mal. Pour un pays aussi pauvre comme la République démocratique du Congo, entendre des détournements, des sommes à l'échelle des millions et des millions de dollars. Par exemple, tout à l'heure, je venais de lire, on parle d'un présumé détournement de 500 millions de dollars qui implique le Foner, mais aussi Nicolas Kazadi serait cité dans cette affaire. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et même les gens qui nous regardent à distance ne comprennent pas ces paradoxes aussi béants entre un pays extrêmement pauvre avec de montants colossaux d'argent détournés de l'État. C'est incroyable. Je me suis battu parce que je mène une lutte permanente et sacrée contre le détournement des deniers publics de l'État. Parce que moi, je considère ceux qui détournent l'argent de l'État comme ceux qui tuent le Congolais dans la partie Est. Autant nous avons les M23 branches militaires, autant nous avons des M23 branches économiques. Les prédateurs, les détourneurs des deniers publics de l'État, de gens qui tombent dans la fraude, dans la corruption et dans la concussion. Parce que voler ne serait-ce que $1 vaut tuer un Congolais. Et puis de deux, j'ai combattu Nicolas Kazadi parce que c'était inadmissible. C'était inacceptable. Cette histoire de forage, des lampadaires, l'argent du peuple congolais, volatilisé comme ça, sans pour autant servir le peuple, pour qui l'on a pris la responsabilité de gérer les secteurs de finances publiques de l'État. Et nous l'avons combattu. Et en étant en Europe, j'ai pris le soin d'analyser minutieusement d'autres dossiers sur le détournement des deniers publics de l'État. Et je me suis rendu compte que l'affaire Forage et lampadaire n'étaient que des dossiers mineurs
Dossier mineur. Mais en réalité, il y a eu des dossiers catastrophiques qu'on n'a peut-être pas abordés à la place publique, notamment le dossier centre financier. Centre financier. Le dossier Kinshasa Arena. C'est des détournements de fonds incroyables. Ça, ce n'est même pas des détournements, mais moi je le considère comme des catastrophes financières. On a détourné de fonds au centre financier de Kinshasa. Au détournement, on a détourné de fonds. Combien a été exécuté en termes de fonds et avec combien on a réalisé les travaux qu'il y a aujourd'hui? Et le reste d'argent est parti où? Et dans tout le cas, on reviendra avec la même question de base. Papa Tito, nani aibi yoyo yaba congolais. Et c'est décevant. Je suis allé en Europe. J'ai vu à distance comment les détracteurs, les prédateurs, les voleurs de l'argent de la République, l'argent du peuple, peaufinent des stratégies, non pas pour servir le peuple, mais plutôt pour décourager ceux qui travaillent pour le peuple. Vous savez que j'ai été en France pendant qu'il y avait un prédateur en France qui a même envoyé ses lieutenants pour me contacter afin de travailler pour la promotion du détournement des deniers publics de l'État. Qui? Non mais écoutez, c'est décevant. On a tenté de vous corrompre. Non mais ils m'ont contacté à Paris. Ils qui? Les prédateurs. Qui? Les détourneurs. Qui? Les voleurs. Qui? Papa Tito. Papa Tito. Non mais je vous dis vrai. Il a envoyé des gens. Et j'ai dit à ces messieurs. Avec combien? J'ai dit à ces messieurs. Il a envoyé des gens avec non mais s'il combien? vous plaît, j'ai dit à ces messieurs. Il a envoyé les gens même réduits. Non mais écoutez, on utilise le gens et on le corrompt avec le même somme d'argent du peuple volé et on utilise certains Congolais pour faire les sales services. Et voilà pourquoi il y a des gens qui passent dans les différents médias. Bon, quel était le message de Papa Tito quand il a envoyé des gens? On envoie les gens, corrompre. Manix, on vous apprécie, vous avez une qualité de communication énorme. Voilà, Papa Tito vous apprécie. Ça, c'est l'émissaire de Papa Tito. Non, mais bien sûr, l'émissaire de Papa Tito. Ils m'ont vu. Et on vous apprécie, vous parlez bien, vous communiquez pour plus bien. de précision, à Châtelet. Nous avions eu le temps de discuter. Avec l'émissaire de Papa Tito. L'émissaire de Papa Tito, il est là, il me suit. C'était à 15h. À 15h? À Châtelet. Pendant qu'il faisait chaud. Il est venu me voir pour me dire, non, voilà, Papa Tito vous apprécie bien. Et d'ailleurs, il est ici à Paris. Et qu'il aurait même souhaité de me recevoir Papa pour Tito parler en face. Et j'ai dit à ces messieurs. À l'émissaire de Papa Tito. Je lui ai dit ceci. Moi, je considère, depuis un temps, l'inspecteur général de finances, M. Jules Alinguete, comme les générales d'armée financière congolaise. Du moment où il travaille pour traquer les M23 branches économiques, les détourneurs des deniers publics de l'État, moi, Manix Iyenda, je serai là pour l'accompagner comme un Ouazalendo. Le monsieur me regardait. L'émissaire de Papa Tito. Il regardait le degré de mon engagement dans cette lutte. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a dit à Papa Tito après mon échange avec lui. Et je lui ai dit, mon combat pour traquer les prédateurs du denier public de l'État est un combat sacré. Est un combat non transigeant. Et pour ça, je ne peux pas sacrifier 100 millions de Congolais pour les yo-yo qu'on a volés, les yo-yo de Congolais que l'on a volés. Et que Papa Tito soit ici en France, il a besoin de moi, il a besoin de me parler, il m'apprécie pour me corrompre avec l'argent du peuple congolais. Ça, je ne le ferai jamais. Papa Tito n'a pas proposé un montant? Non, ben, je m'en contrebalance. Non, il a quand même proposé un chiffre. Je m'en contrebalance. On ne peut pas acheter les valeurs de Manix Iyenda par un montant d'argent. Ça, c'est impossible. Vous avez boudé l'argent de Papa Tito? Non, mais bien sûr que oui. Ah. Le monsieur était rentré déçu parce qu'il était en face d'un Ouazalendo. Et j'ai vu à distance comment on voulait ternir l'image de Jules Alinguete dans un dossier bidon
dans un dossier qui n'a ni tête ni queue. Et j'étais même dans une confusion d'analyser sur les véritables règles qui organisent la Cour de compte par rapport aux pratiques réalisées par une autre cour qui prend la connotation de la Cour de COP. Oh mais arrête, c'est la Cour de compte, cher ami. Non mais malheureusement, c'était la Cour de COP qui traitait le dossier de Jules Alinguete pour ternir son image. Ce n'était pas la Cour de compte. Parce qu'il y a une loi organique qui organise le fonctionnement de la Cour de compte. Encore que la Cour de compte a la même mission que l'inspection générale de finances. La mission de contrôle des finances publiques. Parce que nous avons trois types de contrôle. Nous avons ce qu'on appelle le contrôle politique, réalisé par les parlements, autorités budgétaires, sur l'exécutif national et provincial. Nous avons ce qu'on appelle le contrôle juridictionnel et le contrôle judiciaire. C'est cela, là où la Cour de compte intervient comme un contrôleur de finances publiques par rapport aux organes de gestion, ainsi que les juridictions relevant de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Et enfin, nous avons un autre type de contrôle qu'on appelle le contrôle administratif et contrôle technique réalisé par les structures financières spécialisées, les cas de l'IGF. Ils ont la même mission. Mais ce qui est curieux... Qu'est-ce que vous reprochez à la Cour de compte dans Je reproche à la Cour de COP les mauvaises pratiques de vouloir ternir l'image de l'IGF qui est relevée aujourd'hui à un niveau de considération nationale parce qu'il s'agit de la volonté du président de la République. Et aussi, la Cour de COP ne peut pas contrôler un organe qui n'est pas un organe de gestion, mais plutôt un organe de contrôle qu'on appelle l'inspection générale de finances. Non, pas du tout. Et surtout que le procureur général près la Cour de COP n'a pas qualité d'entendre, d'écouter les inspecteurs de l'IGF. Parce qu'il n'y a aucune base juridique en la matière qui existe. Est-ce qu'on peut me brandir le fondement juridique du communiqué qui a été présenté à la place publique du procureur général près la Cour de COP voulant entendre les inspecteurs de finances? Et de surcroît, l'inspecteur général, M. Jules Alinguete. Quelle est la base juridique? Donc pour vous, il n'y a pas de base juridique qui permet... Non, mais il n'y a pas de base juridique. De la Cour ça, c'est une cacophonie. Invité à attendre Gilles Alinguete. Non, mais pas du tout. C'est au premier président. Alors pourquoi il a fait s'il n'y a pas de base? Non, mais c'est parce qu'il s'agit de la Cour de COP. À la base, il y a un COP. À la base, il y a un deal manœuvré, orchestré par Papa Tito qui prend la commande, les manettes à distance. Non, c'est Papa Tito qui serait derrière, qui aurait été derrière. Je vais vous révéler une chose. Je vais vous révéler une chose. Très bien. Et ça fait partie des échanges que j'ai eus avec l'émissaire de Papa Tito à Paris, très bien. Châtelet, à 15h. Très bien. Il a dit quoi? Nous étions précisément au centre commercial de Châtelet. Le monsieur m'a dit, l'émissaire de Papa Tito, que Papa Tito s'est déplacé vers Paris parce qu'il avait plusieurs questions stratégiques à gérer à distance. Notamment, vous allez voir, le dossier de la Cour de COP est intervenu que pendant que Papa Tito était à l'extérieur du pays. Parce qu'il voudrait innocenter sa présence pour ne pas dire que c'est lui qui est à la base de cette histoire de la Cour de COP, alors qu'il les gérait à distance. C'était une stratégie, c'était une méthode, c'était une approche. Malheureusement, que nous l'avons décelé et démantelé. Et donc, aujourd'hui, la Cour de COP doit revenir aux règles qui organisent la Cour de compte en République démocratique du Congo. Est-ce que vous savez que l'inspection générale de finances, aujourd'hui, n'est pas sous la tutelle du ministère de Finances? C'est placé sous l'autorité directe du président. C'est placé sous l'autorité du président de la République. Depuis 2009. Et la législation congolaise dit, on ne peut pas convoquer ou entendre ou poursuivre les inspecteurs de l'IGF sans l'avis préalable du président de la République. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi.
Et quand est-ce que le président a donné son aval pour que la Cour de COP entende, au moyen d'un communiqué, l'inspecteur général des finances? Très bien. Non, mais ça, c'est incroyable. Encore qu'aujourd'hui, moi, je suis fier d'avoir un monsieur comme Jules Alinguete à la tête d'une grande institution, l'inspection générale de finances. Et j'ai toujours dit à certains acteurs politiques, si le président Tshisekedi avait au moins 20 Alinguete autour de lui, aujourd'hui, on pouvait bien parler de ce que vous qualifiez de progrès socio-économique en RDC. 20 Jules Alinguete. Et Jules Alinguete fait partie des gestionnaires de la République qui n'a même pas volé ne serait-ce que le 1 $. Vous êtes sûr? Je suis sûr et convaincu. Et le jour où Jules Alinguete serait dans... Ah, vous avez vu les Litiani, les Maïsachibang ont mené des enquêtes. Non, mais c'est des gens qui sont alimentés par les yo-yo du peuple congolais. Ils boivent les yaourts, les crèmes, les saint glaces des papatitos. Et ils sont contents parce que c'est sucré. C'est tellement bon, les yo-yo de Congolais. Je peux encore en bouffer parce qu'on me le donne pour sacrifier la vie du peuple congolais. Ça, c'est quand même décevant. Parlons vrai, parlons bien. Vous pensez vraiment que si M. Jules Alinguete était détourneur, il allait détourner l'argent du peuple à la hauteur de 150 000 $? Lui ne voudrait pas être millionnaire détourneur? J'ai même envie de dire, 150 000 $ représentent quoi pour l'inspection générale de finances? Parce que ces inspecteurs qui étaient partis à la demande de la GECAMIN pour renforcer les capacités des agents de la GECAMIN en ce qui concerne par exemple les procédures financières et budgétaires, l'appui à l'audit interne de la GECAMIN, ces agents-là ont été payés à la demande de la GECAMIN. Et l'inspecteur général de finances a même envoyé une note de frais dont l'argent a été canalisé par le compte officiel de l'IGF. Et de surcroît, ces inspecteurs ont été payés. Mais il ne s'agit pas des inspecteurs rwandais. Il ne s'agit pas des inspecteurs ougandais. C'est-à-dire que la Cour de COP ne veut pas qu'on paye des inspecteurs congolais pour un travail réalisé dans la norme sans pour autant friser la quiétude nationale. On est où là? On est où là? C'est-à-dire qu'il y a une cour qui se réveille et on dit on ne veut pas qu'on paye de Congolais après avoir réalisé leur travail encore pour renforcer les capacités d'une institution aussi stratégique comme la GECAMIN. On ne va pas refaire l'actualité, mais au moins... Non, mais franchement, c'est quand même énervant. Lorsqu'il y a quand même des gens qui essayent de se distinguer de par leur qualité de travail, et de l'autre côté, il y a des gens qui travaillent pour détruire ces gens-là. Très bien. Non, nous devons protéger le champion de la République parce que nous avons besoin de Congolais de qualité pour bâtir, je répète, un Congo plus beau qu'avant. Très bien. À ceux qui pensent que Jules Alinguete ne peut pas être entendu, sachez que il n'est pas au-dessus de la loi. Il a déjà été entendu une fois au parquet général, après la Cour de cassation. Et après, le dossier était classé sans suite. Donc, ce n'est pas un homme au-dessus de la loi ou qui ne peut pas être entendu. Une fois, le chef de l'État avait autorisé qu'il soit entendu. Il était entendu et il n'y a rien eu. Les dossiers étaient classés sans suite. Donc, ce n'est pas un super citoyen au-dessus de la loi. Alors, Manix Yenda, politique maintenant. Ah, mais au Sénat là-bas, vous avez quand même suivi les dépôts de candidature. L'Union sacrée n'a pas officiellement un candidat. Mais il y a quand même Sama Lukonde qui s'est dit détenteur de la promesse du chef de l'État. Et je pense que c'est au nom de cette promesse qu'il est allé déposer sa candidature au niveau de la présidence et du Sénat. À côté de lui, Jonas Mukamba, de l'Union sacrée également. Idrissa Mangala, peut-être au moment où nous réalisons l'émission, a déjà déposé sa candidature au nom de l'IDPS et Mosaïque. La question que je me pose, beaucoup de gens disent, à tort ou à raison, je ne le sais pas, que le président Tshisekedi a du mal à se décider. Et c'est ça qui cause du désordre au sein de sa famille politique. Que répondez-vous?
Vous savez, Patrick Lokala... Je peux même me soutenir avec des exemples, si vous voulez. Allez-y. Par exemple, pour les cas de l'Assemblée nationale, le président ne s'est pas décidé. Les 3 prétendants, je rappelle, Mbosso, Bahati et Kamere, chacun prétendait avoir la promesse du chef pour les postes. Mais au finish, le chef leur a demandé d'aller dans les primaires. Il ne s'est pas décidé. Et ce qui accuse Félix Tshisekedi ne pas se décider ont comme preuve cette réalité de l'Assemblée nationale. Et ils disent que c'est ça qui crée du désordre au sein de l'Union sacrée, parce que le chef ne sait pas canaliser les ambitions des uns et des autres. Vous savez, Patrick Lokala, à cette question, je voudrais répondre avec beaucoup d'indépendance d'esprit. Le président Tshisekedi nous avait dit, lors de la campagne électorale de 2023, que nous devons éviter impérativement les erreurs du passé. Vous avez l'impression qu'il est en train d'éviter ces erreurs, présentement? Moi, je voudrais, au contraire, je voudrais recommander au président de la République pour le 2e mandat, son 2e mandat, et les derniers d'ailleurs, de décevoir les membres de l'Union sacrée de la nation. De toutes les façons, Monsieur le Président, si vous décevez ces gens-là, vous n'aurez pas de compte à rendre parce qu'il s'agit de votre 2e mandat. Vous l'avez déjà obtenu par la voix du peuple. Mais pourvu que le salut du peuple soit au-dessus des intérêts mesquins des politiques. Sur base de quoi l'on a plébiscité la candidature de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour être le président de l'Assemblée nationale. Sur base de quoi? Parce qu'il venait d'être ministre de l'économie. On connaît le bilan. Un secteur qui lui est familier. Parce qu'il a toujours été économiste de souche. Il a un diplôme en économie. Il a été assistant dans la faculté de l'économie, chef de travaux et aujourd'hui professeur en économie. Mais ce qui est curieux, professeur en économie, devenu ministre en économie, n'est pas en mesure de nous étaler un bilan d'un secteur qu'il connaît mieux. C'est quand même décevant. Mais il a été élu président. Non, mais la fonction du président du Sénat et celle du président de l'Assemblée nationale, c'est la fonction la plus facile de la République. C'est la fonction la plus facile. Même un élève de 6e année, tout est écrit là-bas. Hein. Tout celui qui est capable de parler et de lire peut devenir président de l'Assemblée nationale. Et moi, je ne peux pas évaluer la compétence d'un dirigeant en étant président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les Congolais sont contents parce que Vital Kamerhe donne la parole à un député X et il retire la parole à un député Y. Et nous disons, non mais Kamerhe, il est excellent. Il mène bien le débat au niveau de l'Assemblée nationale. Non mais messieurs, là on ne comprend pas les impératifs du développement. Et je reviens encore vers le président de la République. Monsieur le Président. Qui ne se décide pas? Parce que là vous décriez Kamerhe. Est-ce que ça valait... S'il s'était décidé, s'il avait désigné un candidat union sacrée au poste, Kamerhe peut-être ne serait pas là. Non mais je reviens encore sur le président de la République, sur cette question-là. Est-ce que ça valait la peine de nous aligner de candidats qu'on considère comme des canards boiteux? Il n'a pas aligné, il ne s'est pas décidé. Est-ce que c'était important de laisser ces gens-là prendre la place? Pourtant, il y a de Congolais compétents qui existent. Ce n'est pas ça la question, Manik Siyenda. Non, mais écoutez... Pourquoi n'avait-il pas désigné un candidat? Non, mais encore une fois... Et c'est le cas aujourd'hui au Sénat. Ouais. Non, mais le problème, c'est au niveau de l'Union sacrée de la nation. Effectivement, il y a un problème de gestion des ambitions. C'est lui l'autorité de référence. Je suis désolé. Les mots lui revient. Mais au final, nous constatons qu'il y a un problème de gestion d'ambition. Et le président est très gentil envers ces gens-là. Le président est très large. Voilà pourquoi ces gens trouvent une sorte de récréation interminable pour faire de bêtises à la tête des institutions de la République. Ça, c'est inacceptable. Autrement dit, est-ce que ça valait la peine? Autrement dit, le président ne gère pas bien sa famille politique. Moi, je pense qu'il y a bien de choses et cela constitue effectivement
l'une des erreurs du passé qui malheureusement répercute encore dans le deuxième mandat. Très bien. Et le président doit faire très attention, parce que ça ne valait vraiment pas la peine qu'un monsieur comme Vital Kamerhe revient président de l'Assemblée nationale. Mbosso. Pour vous, Kamerhe n'a pas mérité. Hein? Non, mais pas du tout. Pas du tout. Parce que lorsque nous regardons le miroir et nous voyons le visage de M. Vital Kamerhe, le Congolais ne se souviennent de rien en termes de souvenirs de gestion. En termes des il réunit les compétences et il parle bien. Non mais ouais, c'est ça le Congo. Ouais. Il a un diplôme. La compétence, c'est les discours. Mais quand il s'agit de réaliser... Il a la notoriété. Non mais ouais, la compétence, c'est la notoriété. Il a un parti politique. Mais est-ce que le Congo va se développer avec la notoriété de Vital Kamerhe? Est-ce que le Congo va se développer avec l'intelligence, les diplômes de M. Vital Kamerhe? Il ne s'agit pas de Kamerhe aujourd'hui. Mais est-ce que ça valait la peine de mettre quelqu'un comme Mbosso dans le bureau de l'Assemblée nationale? Monsieur le Président, décevez ces gens-là. Il est déjà là. Monsieur le Président, est-ce que ça vaut la peine que Sama Lukonde revienne comme président du Sénat? Il est indépendant. Mais est-ce qu'il n'y a que Sama dans ce pays? De la primature au président de la Chambre haute du Parlement, il n'y a que Sama dans ce pays. C'est comme ça que je reviens sur la même question. Non, mais... Le président ne s'est pas décidé, le président n'a pas désigné, et chacun à sa manière est allé déposer les dossiers. Est-ce que c'est de la faute de Sama d'aller déposer les dossiers de candidature si le chef ne s'est pas décidé? Non, mais c'est comme ça que j'invite le président de la République à utiliser un peu son fouet, son veto présidentiel, à décevoir certains acteurs politiques, à chasser même certains si possible. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que là, on est dans un fait accompli. Mais c'est ce qui est... Peut-être que Sama sera élu. C'est ce que je ne comprends pas, malheureusement. Mais pourquoi l'Union sacrée ne s'est pas réunie? Quand même, ce présidium, Sama fait partie du présidium de l'Union sacrée. Pourquoi l'Union sacrée ne s'est pas réunie? Là, c'est comme analyse, vous n'êtes pas de l'Union sacrée, vous soutenez seulement le président Tshisekedi. Ouais. Pourquoi l'Union sacrée ne s'est pas réunie pour trouver un consensus autour de celui qui devra devenir le président du Sénat? Ils ont préféré aller en ordre dispersé. Non, mais parce que ce sont des gens qui ne jurent que par les intérêts individuels et non collectifs. Pour eux, le parti prime sur la patrie. C'est des gens qui ne sont pas encore prêts à servir aux côtés du président de la République pour permettre à la vision du président de se matérialiser dans le temps. C'est des gens qui ne sont pas prêts à aider les présidents à pouvoir satisfaire l'intérêt général de la population. C'est des cyniques, c'est des pyromanes, c'est des narcissiques, c'est des gens qui viennent parce qu'il y a de l'argent au Sénat, parce qu'il y a de l'argent à l'Assemblée nationale, et ils ne regardent pas la pauvreté exécrable du peuple congolais. Et c'est comme ça que je demande au président d'utiliser son fouet présidentiel. Ah, vous lui demandez toujours. Ah ben ouais. On a comme l'impression que nous sommes partis sur les mêmes erreurs. Bat Lukwebo également sera le deuxième vice-président du Sénat, après la présidence du Sénat. Encore une fois, le même problème, les mêmes visages. À la deuxième vice-présidence du Sénat. Voilà les quelques éléments. Idrissa Mangala va dans le... Peut-être il a déjà déposé son dossier. Il est de l'UDPS et Mosaïque. C'est un ancien gouverneur du Maniema. Voilà. Manixi Yenda, le gouvernement va bientôt totaliser 100 jours. Ces 100 jours, est-ce que ce n'est pas du Samabis? On dirait c'est du Samabis. Moi, j'avais beaucoup de confiance sur la première ministre Judith Souminois. Mais après, je l'observe. Ah, je sens encore... L'expression là, elle est bonne. Hein? J'avais beaucoup de confiance. Non, mais j'avais beaucoup de confiance. Mais après... Après, je l'observe. Parce qu'il y a une certaine léthargie. Vous n'êtes plus à l'étape de la confiance, mais plutôt à l'étape de l'observation maintenant. J'observe avec une dose de déception à la base. Ah, ok, très bien. Parce que j'observe une certaine léthargie, la lenteur de la manière de faire. Est-ce qu'elle ne s'imprègne pas des dossiers? J'observe l'absence. Elle vient d'arriver, est-ce qu'elle ne s'imprègne pas des dossiers? Non, mais en fait, vous ne pouvez pas être Premier ministre sans casser les systèmes anciens qui a été installé. Ce système qui a détruit la République pendant des années et des années. Encore une fois, même Madame Judith Souminois devra utiliser son veto
gouvernementale pour fouetter certains membres du gouvernement qui ne lui favorisent pas la tâche, qui ne rendent pas la tâche facile. J'ai vu cette cérémonie d'Holocauste en mémoire de nos Congolais tombés injustement à cause de la barbarie de nos pays voisins. Mais est-ce que ça valait la peine, cette cérémonie? N'est-ce pas qu'on commémore le mort à titre symbolique après avoir obtenu une paix définitive? C'est après avoir instauré la paix que nous pouvons maintenant consacrer une journée mémoriable, une journée de pensée pieuse aux Congolais qui sont tombés, qui sont décédés dans cette guerre injuste. Pendant qu'on tue le Congolais, on célèbre le mort de Congolais. Ça veut dire quoi? Je ne comprends rien. Je suis hors de moi. Et ça me surprend que c'est Madame Judith Souminois qui soit à la commande d'une telle initiative. Mais où nous sommes en réalité? Et donc aujourd'hui, je commence un tout petit peu à être déçu de ce gouvernement de Judith Souminois. Et je lui dirai d'ailleurs que Madame Judith Souminois va louper l'occasion d'obtenir la confiance du président de la République. Pour mieux dire, il va louper l'occasion de laisser son nom dans le panthéon historique de ce pays. Est-ce que les choix portés sur elle étaient bons? Non, mais d'abord, l'intention du choix était positive parce que le président de la République a fait confiance à la femme. Le président de la République a fait confiance aux jeunes. L'intention du président est positive. Mais après, c'est à vous, Premier ministre, membre du gouvernement, de remplir votre tâche pour accomplir la vision du président de la République. Et moi, j'ai toujours dit, tout celui qui bénéficie de l'ordonnance du président de la République sans pour autant accomplir la vision du président est un opposant du président. Je ne voudrais pas considérer Mme Judith Souminois comme un opposant du M. Tshisekedi. Est-ce qu'elle a les mains déliées? Non, mais et pourquoi elle va avoir les mains liées? Pourquoi? Parce que le président lui a fait confiance. Le président lui a tout donné. C'est à elle d'imposer son autorité en tant que chef du gouvernement. C'est quand même décevant. Et dans ce gouvernement-là, à peine, c'est un gouvernement de 24 ministres. Non, mais à peine 54, allais-je dire. 54 ministres. Excusez-moi. Mais à peine, je ne vois que 4 ministres mobiles, dynamiques et actifs. Et je me permets même de citer leur nom. Je vois le ministre Patrick Muyaya qui travaille avec une abnégation légendaire. Je vois, c'est vrai, avec une difficulté de contexte, le ministre de la Justice Constant Moutamba qui travaille. Je vois le ministre Jean-Lucien Boussa qui travaille. Je vois le ministre Julien Paloukou qui travaille. Et les autres? En quoi ils sont ministres? Est-ce qu'il existe même un ministère de genre et famille dans ce pays? On va attendre le 8 mars. Est-ce qu'il existe un ministère de l'aménagement du territoire dans ce pays? Où est le ministre de l'Agriculture? La Défense. Ministre de la Défense. Le ministre du Tourisme. L'insécurité dans le pays. Non mais c'est décevant. Enfin. Pour un gouvernement de... Est-ce que cela appelle à un remaniement technique? Non mais si remaniement il y en aura... Encore une fois, je reviendrai vers le président. Non, pas il y en aura. Est-ce que vous pensez qu'on doit vraiment... Non, mais c'est le souhait le plus un remaniement et un réaménagement technique? Je voudrais qu'on réaménage même le gouvernement avant qu'il ne termine leurs 100 jours de gestion. Parce que le départ est déjà mal assuré. Et d'ailleurs, moi, je voudrais proposer une chose au président de la République. Vous chutez par là. Dans le cadre du début de son mandat, qui est un mandat crucial. Monsieur le Président, vous pouvez recruter autour de vous 2500 jeunes diplômés et remplis d'une probité morale, dont le profil est checké par des experts à la base. Et avec ces 2500, Monsieur le Président, écoutez ma petite et modeste proposition. Vous prenez par exemple 500 jeunes,
Vous les affectez à l'armée. Ils travaillent. Ils sont formés aux besoins. Vous pouvez même les envoyer dans des pays un peu avancés sur cette question de la sécurité et défense pour avoir la formation. Et tout se fait dans le coulisses. Vous prenez 500 autres jeunes, vous les affectez dans l'administration de l'État. Avec un accompagnement supplémentaire des experts de l'ENA, des experts du Conseil d'État, des professeurs des universités pour encadrer de manière permanente ces jeunes. Vous prenez 500 autres jeunes, vous le mettez dans la sphère politique, en commençant par les responsabilités au niveau de la municipalité. Des bourgmestres de communes, de maires des villes, après ils deviendront de ministres provinciaux, de gouverneurs de province. Au bout d'un temps, parce que vous regardez le deuxième mandat qui est un mandat crucial, vous allez confier des grandes responsabilités politiques pour qu'au prochain gouvernement, qu'il y ait des gouvernements composés essentiellement de jeunes. Un gouvernement de pas plus de jeunes, pas plus de ministres de, par exemple, de 40 ans. 35 ans, 27 ans, 25 ans, 30 ans. Un gouvernement composé essentiellement de jeunes. Pareil dans le secteur de renseignement. Et après, Monsieur le Président, avant de partir, la seule assurance que vous aurez, c'est d'avoir créé une nouvelle classe politique. De jeunes gens épris d'un amour de servir la nation. De gens un peu comme de Constant Moutamba. C'est un très bel exemple, mais malheureusement, ce n'est qu'un échantillon. Il est seul. On a besoin des ministres comme des Constant Moutamba dans tout le gouvernement. Pas de ministres de 40 ans. Monsieur le Président, c'est possible de le faire. Remplir l'appareil judiciaire de notre pays par une nouvelle énergie de jeunes qui viennent et ils deviennent de magistrats et ils occupent de postes de responsabilité en tant que magistrats ou magistrats. Ça va nous permettre de toiletter l'espace politique, l'espace administratif, l'espace judiciaire. Comment vous pouvez imaginer dans un pays comme le Congo? Aujourd'hui, nous n'avons pas des opérateurs économiques. Alors qu'il y a des jeunes gens qui expriment un amour inconsidérable sur cette question de l'entrepreneuriat. Ça n'est fini. Mais on peut avoir des Tatoukan Sebou, qu'on en a connus à l'époque. Mais maintenant, il n'est pas exporter les ananas du Congo. Qui vont faire l'agriculture dans ce pays? Qui vont nous vendre le riz si ce n'est pas les opérateurs économiques congolais? Et aujourd'hui, tout est à la merci des expatriés. Merci Manik Siyenda. Monsieur le Président, je finis par là, mon frère, c'est très important. Allez-y. Oui, monsieur Sile. Seul le jeune Congolais qui porterait votre croix, votre poids politique, qui serait à côté de vous jusqu'au dernier jour de votre mandat, c'est seul le jeune. Ne faisez pas confiance à ces vétérans politiques. Ils étaient avec Mobutu. Ils ont lâché Mobutu. Ils étaient avec Joseph Kabila. Ils étaient avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec vous, Monsieur le Président. Ne faites pas confiance à ces gens-là. Ce sont de kamikazes. Ils n'ont rien à perdre. Une fois sacrifiés, ils sont prêts à exploser la République pour que vous soyez noyés dans l'histoire, dans les oubliettes de l'histoire politique de ce pays. Faites confiance aux jeunes, Monsieur le Président, vous ne serez pas déçus. On a fini. On va évaluer les débuts du mandat de Félix Tshisekedi comme président de la République. Bon, juste des petites questions et puis on finit. Vous êtes satisfait ou n'est pas? Bon, le premier mandat... Non, les débuts du second. Non, les seconds mandats... Est-ce qu'il est bien parti, le second? Non, c'est très mal parti. C'est très mal parti. Très bien. Il faut quoi? Non, mais il faut le recyclage politique, le renouvellement de la classe politique. Il faut l'usage du fouet présidentiel. Il faut que le président écarte tous ces ménopausés politiques, le politicien de troisième âge, qui ne foutent absolument rien à la tête des institutions. Très bien. Merci beaucoup, Manik Siyenda. Le dernier communiqué de la présidence faisait état du voyage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Belgique pour un suivi médical, des routines. Est-ce que vous avez les nouvelles du président de la République? Je voudrais rassurer aux détracteurs du président
Je voudrais rassurer. Pourquoi vous parlez des détracteurs d'abord? Non, mais les détracteurs, parce que ceux-là souhaitent la mort du président. Ah, mais comment lui, il est tombé malade par Non, mais s'il vous plaît, pourquoi la maladie du président fait autant de chroniques, des débats, des injures, des attaques et même des souhaits de mort? Les débats d'accord, mais c'est quand même le président. Non, mais justement, quand même le président, mais le président est humain. Oui, mais il est humain, mais s'il tombe malade, ça doit nous inquiéter. Non, mais moi, c'est normal que le Congolais s'inquiète sur le fait que le président est malade. C'est normal. Le président est malade, mais le président se porte bien. Comment il va? Et il va très bien. Et je voudrais dire à ces gens-là, même à ceux qui portent les armes, même à ceux qui pensent qu'il y aura un peu de l'espace pendant que le président est dans une phase de convalescence pour faire un assaut et prendre le pouvoir, je voudrais dire à ces gens-là que Fachi Azanan. Il y a des gens qui préparent un assaut pour prendre le pouvoir. Fachi Azanan. À l'absence de Fachi. Fachi Azanan. Azanan. Zongi Suzobilugo Azanan. Nazongi Nango. Fachi Azanan. Azobela. Azobela Nazanan. Et puis, à Komida Kobika. Fachi Azanan. Non, mais président a Kozonga pour Azanan. Fachi Azanan. Wana Souhena yo. Souhena et puis Souhena ba jeune Congolais. Tant que la Constant Moutamba na kati ya gouvernement. Constant représente la jeunesse congolaise. Oui. C'est-à-dire que Bato ba bundi sa président qui soutient le jeune. Biso de Simba parce que biso ne doit colonne. Biso ne doit avoir pilier du pouvoir du président de la République. On ne laissera pas ces aventuriers venir au Congo, croire comme si le Congo est un terrain de théâtre pour faire de bêtises. Nous leur disons et nous leur rassurons que Fachi Azanan. Encore Kazanan on a préambule. Ah, Fachi Azanan on a préambule. Ah, mais le gars mandat il bani ma beso préambule. Le préambule là il est mal engagé. Je veux vous rassurer que le président de la République va surprendre beaucoup de gens. Ah, mais il va décevoir beaucoup d'acteurs politiques. Même vous avez dit que le départ n'est pas bon. Hein, non mais oui, c'est parce que encore une fois le président fait preuve de sa bonne foi, mais ces gens-là ne facilitent pas la tâche. Preuve de cette bonne foi. Voilà pourquoi je demande au président de la République de faire un tabula rasa, de faire partie de tous ces gens-là, parce que la jeunesse congolaise est là. Nous avons des diplômes, nous étions à l'école, nous avons appris, on sait ce que c'est l'État et on a l'amour de la patrie et nous sommes prêts à servir notre pays avec le sacrifice suprême. Très bien, je crois que nous allons organiser un débat. Je vais en parler personnellement avec Pati Katanga qui m'a demandé une édition spéciale, mais je souhaite que cette édition spéciale, on la réalise avec Manix Yenda pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Hein? Si je trouve que moi-même j'ai des positions connues, si on réalise une édition spéciale avec les gens qui voient les choses dans la même direction, ça risque d'être caricaturé. Je souhaite que Pati Katanga retrouve Manix Yenda au courant de cette semaine dans un show sur les acquis du pouvoir de Félix et où va le pays. Pati Katanga, il existe toujours. Est-il toujours l'homme de la situation? Oui, il est là. Je l'ai reçu avant vous. Malheureusement, il est au soir de sa carrière politique, même si, parce que son combat a pour finalité occuper la fonction à la tête du pays. Non, mais encore un vétéran de plus. Il se bat comme vous. Non, mais pour être vétéran, un acteur politique, hein. Ouais. La politique n'a pas d'âge. Hein. Non, mais malheureusement, l'âge rattrape certains. Très bien, on va voir Manix Yenda. Merci d'avoir je les salue, merci beaucoup. Je voudrais vous dire une chose, s'il vous plaît, c'est très important par rapport à Kinshasa. Je suis venu. Et d'ici là, je vais faire ma déclaration. Vous? Ouais. Mais vous êtes seul. Comment vous allez faire la déclaration? Je vais faire ma déclaration politique. Comme les Sanga Bonganga. Seul. Je suis un acteur politique et il y a bien de Congolais qui croient. Vous avez déjà des rêves, vous? Non, mais bien sûr, il y a des gens qui croient en moi. On va les voir. Et je veux faire ma déclaration contre le pouvoir de Kinshasa. La dernière fois que vous avez fait une déclaration, que vous avez tenté de faire la déclaration, vous êtes retrouvé à l'année. Qu'à cela ne tienne, je suis encore en vie. Si M. Daniel Bumba, au nom de son incompétence, à la tête de Kinshasa, veut m'envoyer à l'ANER parce que je décris l'ingouvernabilité, le manque d'intelligence, le manque de capacité managériale pour booster Kinshasa, alors là, je serai prêt à aller à l'ANER. Bumba n'a pas encore géré, il a à peine présenté son programme et l'Assemblée a investi son gouvernement. Sur base de quoi vous allez l'évaluer et faire des déclarations contre lui? Non, mais regardez ce qu'il fait déjà au prologue même de sa gestion. D'ailleurs, on a préféré Loso Bumba que Daniel Bumba.
Il est très faible. Non. À part les simples images que nous voyons à la télé où il est un peu fatigué. Non. Vous voulez en faire une déclaration politique? Pas Bumba. Hein? J'ai dit pas Bumba à la tête de Kinshasa. Et pour ça, il y aura un prix à payer. Kinshasa ne mérite pas ça. Et moi, je dis, j'ai suivi son slogan. Kineko Bonga. Non, monsieur. On n'a pas besoin de promesses creux. Nous te disons là. Mais il vient à peine d'investir son gouvernement. Avant même d'investir son gouvernement, il a commis des actes contre la Constitution de la République. Qui lui a dit de nommer des commissaires spéciaux? Lui ne sait pas que chaque gouvernement provincial a un nombre limité de ministres du gouvernement provincial. Limité à 10. Ah ben voilà. Il commence l'incompétence avant même d'exercer la fonction. Bon, très bien. On va voir cette déclaration. Merci Manix. Et je veux mener une lutte jusqu'à ce que ce monsieur laissera la responsabilité de Kinshasa. Très bien. Les gens, la population de Kinshasa. On va voir si vous aurez les moyens nécessaires, financiers et politiques. Non, mais ne vous en faites pas. Face à Bumba. J'ai d'abord le moyen spirituel. Ah, très bien. Comme vous avez les moyens spirituels. Merci beaucoup, Manix et Yenda, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Patrick Lokala. On prend rendez-vous pour un tout autre numéro. D'ici là, s'il y a des actualités dans ces pays, nous allons y revenir pour en parler, inviter Manix Yenda de temps en temps. Je vous ai dit, nous allons démocratiser un peu Télénews. À l'époque, on ne recevait que les opposants. Cette fois-ci, on va recevoir tout le monde. Tout le monde. On va varier. Si lundi, nous recevons un politique de l'opposition, le mardi, nous sommes avec un politique de la majorité, ainsi de suite, avec des éditions spéciales des débats. C'est comme ça une télé. Une télé ne peut pas être une télé d'un clan politique contre un autre. Vous allez vous habituer avec tout le monde. Et c'est ça notre nouvelle ligne éditoriale. Nous serons là au service du peuple congolais et non au service des individus. Alors, l'émission a été réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télénews, chaîne de la liberté.